Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle aventure des ateliers de la transformation. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est les nouvelles missions et leur prix et comment déterminer le prix. Je suis magnifiquement accompagnée. Ah voilà, la zapette ne fonctionne pas. Je suis magnifiquement accompagnée de Cécile Vignane, qui est consultante professeure à HEC, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à la formation DAF externalisée que l'Ordre de Paris organise avec HEC. Je dis, ça fait une mini pub, c'est pas trop mal. Philippe Barré, expert comptable, papa d'Agile la Grenouille, et Julien, que tout le monde connaît ici présent avec nous. Je te laisse la parole, Julien. Alors, il semblerait que je n'ai pas le droit aujourd'hui d'être très bavarde parce qu'on a énormément de choses à vous dire. Vous savez, le principe, c'est que vous pouvez venir ici en présentiel et certains experts comptables sont parmi nous. Ils ont eu la grande chance d'avoir des chouquettes avec un café, comme d'habitude. Simplement pour vous qui êtes dans la salle, si vous avez des questions à nous poser, l'idée c'est d'avoir un micro pour que les 3642 experts comptables en ligne puissent entendre la question. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oui, il y aura un replay. Oui, vous aurez les slides. Et si jamais, ce que j'ai cru comprendre, on n'avait pas terminé de vous dire tout ce qu'on a à vous dire sur ce sujet qui est une vraie problématique pour nous, experts comptables, qui est la détermination du prix et de savoir le présenter au client. Si jamais nous n'avions pas terminé, on ferait un tome 2 à la date suivante. Je te laisse la parole, Julien, et là, je me tais. Merci beaucoup, Virginie. Oui, effectivement, donc le webinaire d'aujourd'hui, il est consacré à la construction du prix. On va beaucoup parler de ça. On n'abordera pas dans ce webinaire-là la partie défendre le prix, argumenter, répondre aux objections. Donc voilà, c'est vraiment la construction, comment on établit un prix dans la profession comptable. Pour ça, on va démarrer avec quelques repères sur le prix, quelques repères généraux. Et on vous proposait de... Oui, j'ai oublié de dire, on vous a posé une question... Oui, les questions en ligne, là c'est bon, ça a déjà démarré. Il y a beaucoup de bonjours. Et vous avez bien sûr la possibilité de poser des questions en ligne. On essaiera de les prendre au fur et à mesure, à condition que ça ne soit pas traité, bien sûr, ça ne soit pas prévu dans le webinaire. On va démarrer avec ça. Je voulais dire aussi qu'on vous a posé une question sur LinkedIn. Il y a eu un sondage qui a peut-être pu surprendre ceux d'entre vous qui ont répondu. On vous expliquera au cours du webinaire pourquoi on vous interrogeait sur vos pratiques en matière de salade, puisque c'était ça la question. Je regarde Philippe, puisqu'il est concerné directement. Voilà, donc on démarre avec quelques repères sur le prix. Et pour démarrer, on vous propose cette planche agile. Et je vais laisser la parole peut-être à Philippe pour démarrer, que tu nous expliques pourquoi tu as choisi de démarrer avec cette planche. Alors, bonjour à tous. On a décidé de commencer avec cette planche et j'ai proposé de commencer avec cette planche parce que la question du prix, elle est au cœur des cabinets d'expertise comptable. Et on en reparlera tout à l'heure aussi, on verra qu'elle est au cœur aussi des litiges qui concernent les experts comptables. C'est vraiment un sujet central. Et en fait, ce qui m'intéresse, et ce dont va nous parler Cécile tout de suite, c'est qu'en fait, les experts comptables râlent parce qu'ils ne sont pas rentables, ils n'arrivent pas à rentabiliser leur mission, ils ne sont pas contents, etc., etc. Et les clients râlent parce que c'est trop cher. Donc ça ne va pas, parce que le client, il n'est pas content, donc il a l'impression de ne pas en avoir pour son argent, pour faire très court, alors que l'expert comptable a l'impression de faire de la compta aux petits oignons qui va bien, un truc super, et donc les clients sont des ingrats. D'où cette planche agile. Tout à fait. Bon, c'était pour poser le sujet et on enchaîne avec quelques idées reçues, puisqu'effectivement, sur le prix, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans la profession, beaucoup de choses qu'on entend tout le temps et qui sont plus ou moins vraies. Et on va essayer peut-être de les démonter au cours de ce webinaire. Voilà. En gros, toute la problématique du prix, c'est quoi dans les cabinets ? Effectivement, on constate, moi, j'ai commencé il y a quelques années, pas tant que ça. Il y a 2 ans. 3 ans bientôt. Et qu'est-ce que je constate, c'est que il y a 30 ans, les clients, on envoyait la facture, ils nous remerciaient quasiment de les avoir acceptés comme clients tellement ils étaient heureux d'avoir un expert comptable, qu'on s'occupe d'eux, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai, c'est-à-dire que maintenant, on est devenu un prestataire, entre guillemets, comme les autres, et donc, comme pour tous les fournisseurs, les clients négocient. Deuxièmement, le client, il a souvent été habitué à avoir un forfait all-inclusive, comme on dit dans les
dans les grands hôtels et dans les grands clubs. Mais en pratique, c'est quoi le all inclusive? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Alors, tant qu'il n'y avait rien, ça allait. Mais maintenant, ils veulent des trucs dans le truc tout compris. Un truc de fou, quoi. Alors que nous, on leur a toujours dit que tout était compris. Et alors, on ne parle même pas de la lettre de mission aujourd'hui, peut-être on en parlera la prochaine fois, mais il y a aussi la problématique de la lettre de mission. Parce que moi, quand je vois des lettres de mission qui disent « en gros, on fera tout ce qui concerne le social », ça ne va pas du tout. Donc, ça veut dire que la facturation au temps, de son côté, n'est pas pertinente non plus, parce que hier soir, j'avais un expert comptable, une consoeur, qui me disait « qu'est-ce que je fais ? J'ai investi dans un logiciel qui est super top, je réduis considérablement le temps que je passe sur les dossiers, je suis dans la merde, je facture comment ? C'est-à-dire que si je lui facture à l'heure, qu'est-ce que je lui vends ? Et puis là, mes nouveaux clients, comment je fais les devis puisque je vais passer moitié moins de temps ? Donc, est-ce que je facture moitié moins cher ? Concrètement, comment ça se passe ? Ensuite, il ne faut pas ignorer qu'on a un problème d'inflation, d'accord ? Et une pression sur les salaires qui est notamment liée à l'inflation, mais pas que. Donc, ça veut dire que les coûts de production augmentent. J'avais une discussion la semaine dernière avec des confrères qui disaient mais comment on fait pour intégrer le coût des logiciels qui commence à devenir très élevé dans le prix des prestations pour les clients? Est-ce que je refacture de la location, enfin l'usage de l'outil ou pas? La rentabilité des cabinets baisse. Alors, ça dépend, mais globalement, les moins de 10, la rentabilité baisse. Les plus de 10 et les plus de 50 et les plus de 100 augmentent, mais ce n'est pas vrai pour les petits. Et enfin, la facture électronique va arriver et va faire la boule dans le jeu de quilles. Donc, ça devient un peu compliqué tout ça. On perd nos repères. On a quand même une profession dans laquelle l'argent n'était pas un sujet, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, les honoraires n'étaient pas trop négociés. Ce n'est plus le cas. On baisse la rentabilité, donc il va vraiment falloir trouver une solution. Donc, en conclusion, on est face à un sujet qui est quel est le bon prix? Comment fixer son prix? Est-ce que les méthodes de fixation des prix sont les mêmes pour toutes les missions historiques, traditionnelles et les nouvelles? Et dans les nouvelles, est-ce que c'est la même méthode pour pour toutes les nouvelles missions? Et en plus, on verra grâce à l'équipe déontologie et réglementation de l'ordre qu'en termes de conflits, on a souvent des conflits sur le prix. Donc, ça veut dire que le prix est une problématique énorme pour les cabinets. Parfait. Donc, voilà qui pose clairement le tableau. Le prix est une problématique énorme et également, ce n'est pas notre ADN, nous, experts comptables, d'aimer parler prix. Donc, il y a une double problématique. Il y a cette non-appétence que nous avons à ne pas y aller et ce qui fait qu'on progresse pas vraiment beaucoup. C'est clairement un sujet sur lequel on n'est pas à l'aise. Et c'est un sujet, si je peux me permettre, qui, moi, m'a sidéré, n'étant pas du tout expert comptable de formation. Je pensais réellement, en découvrant votre profession, que vous étiez une profession qui était à l'aise avec les chiffres, donc à l'aise avec les prix. Les prix, c'est des chiffres. Et en fait, ça m'a sidérée. Et ce qui m'a en plus sidérée, c'était de découvrir que dans cette profession d'expert comptable, il y avait quelque part un fond caritatif quasiment. Une appétence au bénévolat, une capacité à ne pas oser facturer du tout. C'est-à-dire qu'avant même par les prix, il faut déjà considérer que pourquoi vous faites de la gratuité de temps en temps? Alors, il y a plein de bonnes raisons. Le fait que on est avec quelqu'un qu'on connaît bien. Le fait que, celle-là, ça ne vous a pas pris longtemps. Et ça va vous prendre effectivement potentiellement de moins en moins de temps sur certaines tâches. Corollaire de ça ne m'a pas pris longtemps de faire la prestation, ça me prendrait aussi plus longtemps de faire une lettre de mission et essayer de facturer. Après, vous avez un peu cette pudeur que globalement, ouais, mais c'est imposé par l'administration, ça ne leur génère pas de valeur, donc globalement, on n'ose pas. Et puis, bien évidemment, il y a aussi le fait qu'il y a des clients, quand vous faites leur bilan, vous voyez bien qu'ils n'ont pas beaucoup de sous. Alors vous dites, je peux en rajouter. C'est très touchant. Pardon, excusez-moi, juste une seconde. Je pense qu'on a peut-être un problème de son qui est remonté dans les commentaires. Je ne sais pas si celui-là, il faut le régler, sinon on échange. Ouais. Ok. On entend, ouais, parce qu'il y a plusieurs commentaires qui remontent que le son était trop bas. Ok. Est-ce que c'est mieux là? Oui. Ok.
Bon, bah, très bien. Alors, juste pour lutter un peu contre ces croyances limitantes, effectivement, bah, c'est super d'avoir des amis, mais vos amis sont des chefs d'entreprise et je pense que dans leur fonction de chef d'entreprise, ils facturent même leurs propres amis. Donc, à un moment, bah, effectivement, ils ont à conduire la pérennité de leur activité. D'ailleurs, c'est pour ça, potentiellement, que vous allez effectuer des prestations pour eux. Et vous avez aussi une activité dont vous êtes responsable de la profitabilité. C'est pour ça que vous allez les facturer. Et ça, il faut que ce soit extrêmement clair pour vous. J'ai moi-même un cabinet de conseil et j'accompagne des amis. Et je leur facture et ça ne pose aucun problème en fait. La deuxième chose, c'est avoir conscience de la valeur de votre expertise. Alors, on conclura là-dessus, mais ce qu'il y a de certain, c'est que votre profession, comme beaucoup de professions sachantes, est, je pense, une profession de bon vin. Ça veut dire que le plus vous avez de bon vin. Je sais que je suis enrhumée, mais quand même. Je pensais que tu faisais référence au salon de l'agriculture, tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus vous avez de l'expérience, le plus vous êtes performant et le plus vous allez rapidement sur des problématiques complexes. Donc, d'où votre facturation devrait diminuer au fur et à mesure que vous êtes bon. Quelque part, un mauvais expert comptable prendra beaucoup de temps pour faire quelque chose, donc devrait valoir plus cher. C'est ça qu'on est en train de se dire? Bon, alors, il n'y a peut-être pas beaucoup de mauvais experts comptables, mais il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Bon, pardon pour ça. Mais en tout état de cause, cette idée qui est que effectivement la valeur de votre expertise ne se mesure pas au temps que vous avez passé. Et moi j'aime bien dire, et je sais que ça marque vos confrères quand je le dis en formation, c'est les clients n'achètent pas votre douleur en fait, ils achètent leur bonheur. D'accord? Donc, c'est pas votre douleur que vous devez pricer, c'est leur bonheur. Et pour conclure là-dessus, sur cette conscience de la valeur de l'expertise, il y a une anecdote qu'on attribue à Picasso où un jour il aurait mangé une pizza, ça doit être vraisemblable, dans une pizzeria où il y avait des nappes en papier, il aurait fait un dessin en face d'une convive qui lui aurait dit ah ben, je vais garder votre dessin, il lui aurait dit oui et vous allez me donner 10 000 francs. Et la dame lui dit mais ça vous a pris 2 minutes. Oui mais ça fait 40 ans que je dessine. Donc, chacun d'entre vous, vous êtes des Picasso et c'est pas parce que ça vous prend 10 minutes à faire quelque chose que ça ne vaut rien. Okay. Déjà, on n'est pas des bovins, on est des Picasso. Donc, ça, voilà. ça c'est plutôt. Ça démarre bien. Ouais, c'est déjà. J'aime bien dire aussi que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Donc, effectivement, quand vous avez cette espèce de flamme à la facturation, c'est-à-dire globalement ça me prendrait du temps, bah, vous êtes juste en train de dire que finalement vous valez rien quoi en fait. Et je pense que il y a vraiment une réflexion à faire au sein de vos cabinets qui est de se dire je vais rédiger de façon a priori des mini lettres de mission par rapport à des prestations fréquentes et puis ça ne me prend plus de temps quoi finalement. Et c'est un texte c'est une pièce jointe à un mail qu'on envoie de façon automatique. C'est un DocuSign qu'on envoie de façon automatique. Aujourd'hui, on peut simplifier ça, mais et à mon sens, vous avez le devoir de le faire. Pardon. Oui. D'un point de vue réglementation, rien n'empêche un expert comptable de faire un mail de 3 lignes en disant « J'ai bien noté que vous vouliez une situation au 30 juin. Je vous propose de vous la faire pour le 15 juillet et ça vous coûtera 1 500 €. Et puis voilà, merci de me confirmer votre accord, point. » Et ça suffit largement. Ouais. Je vous rappelle qu'il y a même un arrêt de je ne sais plus quelle cour, peut-être la Cour de cassation, qui a confirmé qu'on pouvait faire un complément de lettre de mission par SMS. Donc, ça veut dire que le mail avec confirmation du client marche très bien. Il n'y a pas besoin sur une lettre de mission d'origine, je veux bien qu'il y ait DocuSign, tout ça, tout à fait. Mais après, on peut faire du très léger. Donc, ne mettons pas la réglementation comme argument pour ne pas le faire. On est absolument en phase. Le point après, c'est effectivement, c'est imposé par Bercy, d'accord? C'est imposé par l'administration, ça ne génère pas de valeur pour eux. Peut-être, mais c'est obligatoire, il faut le faire. Et vous êtes les seuls à pouvoir le faire.
Donc, à un moment, c'est pas parce que globalement, c'est que de la douleur pour le client que vous devez, pour que Bercy soit pardonné, être en sacrifice. Enfin, ou alors, Alors moi, j'ai une petite question, Cécile, un petit sujet que j'ai eu dans mon cabinet la semaine dernière. Et comme tu es consultante et que tu es un expert comptable, j'ai eu un petit plantage dans mon cabinet d'un client d'une DSN. Tu sais, DSN, c'est les charges oui. sociales. On passe 8 heures pour réparer un plantage. Je te le facture, c'est 8 heures qui… C'est Toi, 8 heures chez toi? je passe 8 heures sur ton dossier paye à réparer un plantage DSN. Est-ce que je te le facture, toi, cliente, mon plantage de 8 heures? Mais attends, juste une question pour comprendre. C'est de ta faute ou de l'éditeur ou du client? Alors, c'est de la faute de la DSN qui fonctionne pas. Il y a eu un problème technique de DSN où ça a foiré, je peux pas te dire. Il y a un problème technique qui est ni imputable au cabinet, ni au client, c'est l'administration. On est là dans ce que un outil mis à disposition par l'administration qui, à un moment donné, plante. Donc, c'est pour qui? Pour moi, c'est pour le client. Hein. Je te le facture. Pour moi, non. Ah bon? Je veux dire, ce serait tombé sur le voisin, tu aurais facturé le voisin, ça tombe sur lui, alors que le logiciel de l'État ou le tien… Alors après, j'entends, mais c'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est que on est exactement… Il y a tout un sujet avec les IFU en ce moment. Tu sais, on fait des déclarations de dividendes. Ouais. Et là, il y a un sujet où l'administration fiscale nous réclame aujourd'hui, enfin, réclame aux clients et donc à l'expert comptable des déclarations qu'ils ne devraient pas déclarer. Ce qui fait qu'on passe du temps à répondre à l'administration fiscale. Tu nous réclames ça, mais là, tu te plantes. Donc, moi, en tant que présidente de l'ordre, j'ai dit, c'est pas grave, on facture le client. Ouais. Et là, il y a tout un débat qui est, on va quand même pas facturer le client une erreur de Bercy qui réclame au client un truc qu'il devrait pas réclamer. Voilà, tu vois, j'ai des fans là. C'est toi la spécialiste. Alors, on fait quoi, là, docteur? Donc, j'ai ma DSN de 8 heures. J'ai mes IFU ou qu'on réclame aujourd'hui qui devrait pas. Tu vois l'approbation dans la salle, là. La foule est en délire. Voilà, la foule est en délire. Par contre, on est cramé question horaire. Elle non, mais après, je me tais, mais ça, c'est un vrai. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet en ce moment. Comment on fait pour ça, ces cas-là? Ça fait aussi débat sur le chat. Je vous ferai après le. Non, mais je comprends que ça fasse débat. Moi, je me mets dans votre situation. D'accord? C'est-à-dire, je me dis, à un moment, je suis… alors, je vais essayer de faire une analogie. Je suis en train de partir chez un client et j'ai un problème de transport qui fait que je mets plus de temps à arriver chez mon client et ainsi de suite. Bon, potentiellement, il est à la fois logique que je m'ajuste pour continuer à être dans le service client. Et en même temps, si à un moment, à cause de ce problème de transport, je ne peux faire qu'une demi-journée sur la journée prévue et je dois rester le lendemain, je vais facturer une journée de plus au client. Carrément. Bah oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, la question, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, ils ont besoin de cette prestation et s'ils ne l'ont pas, ils ont un problème. Donc, à un moment, la question est, pourquoi est-ce que c'est vous qui devez être dans le sacrifice? C'est d'abord une question de représentation mentale. Qu'est-ce qui fait que votre profession doit être celle qui s'ajuste pour faire plaisir aux clients, pour faire plaisir à l'administration? Et à partir du moment où vous considérez que c'est normal, alors là, il y a une certitude, c'est que personne viendra contrecarrer votre vision des choses. Et tout le monde sera ravi que vous soyez dans le sacrifice. À partir du moment où vous pensez que ça peut être autrement, la question alors, c'est comment je construis un prix et comment je trouve les mots pour le dire. Parce que effectivement, si je dis au client, bah, c'est comme ça peut pas être autrement parce que tu comprends, gna gna gna, Bercy, et puis nous, c'est pas de notre faute, là, vous êtes irritant. Si en revanche, on dit au client, bah, écoute, voilà, il s'est passé ça, j'avais deux options, soit je te laissais le faire tout seul parce que j'avais déjà passé le temps, soit je le faisais quand même pour toi et du coup, ça représente tel montant de plus et j'ai pris la liberté de me dire que tu préférerais que je t'annonce une facturation en plus que de te retransférer le bébé. Bah,
moi, je suis dirigeante, je me dis, bon, ok, de toute façon, je préfère payer 250 € de plus que de me retrouver avec le problème. Là-dessus, donc il y a beaucoup, ça fait beaucoup réagir là sur ces sujets. Je pense qu'on a bien compris le point de vue. Ce que disent certains, c'est de dire ça marche si tout le monde fait ça. C'est-à-dire que s'il y a un cabinet qui est le seul à avoir ce point de vue et à facturer, alors que tout le reste de la profession ne facture pas, il va se retrouver en termes de concurrence. Enfin, là, c'est ce que dit Vincent. Si le reste de la profession ne le fait pas, je vais être le seul à facturer et donc il va aller chez les autres qui ne facturent pas. Donc, comment est-ce qu'on démarre ça dans une profession qui n'a pas cette culture? C'est un peu ça le débat. Oui, alors encore une fois, hein, ça c'est alors ça se passe chez vous, ça va se passer tout pareil. On était intervenu avec Philippe dans le monde du notariat sur le fait de dire oui, mais si moi je commence à facturer tel truc alors que les autres notaires, donc ça c'est comment vous dire ça? Alors je vais le dire avec tendresse, mais ça va être un petit peu méchant. C'est-à-dire que si on prend appui sur la médiocrité générale pour justifier la sienne, on est mal barré. Non? Enfin, vous voyez ce que je... Non, mais je vois parfaitement. Alors, moi, j'ai espoir. Ça fait depuis cette problématique du prix de la facturation, ça fait à peu près 3 ou 4 ans que je passe ma vie à l'aborder. J'ai espoir que ça commence à changer un peu l'écosystème et que les experts comptables commencent maintenant à prendre conscience, de leur valeur et donc à savoir facturer et à parler prix. J'ai cet espoir-là. Pour avoir un petit côté positif. Et après, en fait, quand je dis ça, c'est vraiment mon point. C'est vraiment de se dire, d'abord, travaillons sur nos représentations. C'est pas logique d'être en sacrifice de vos entreprises, soit pour l'administration, soit pour les clients. C'est pas logique, c'est pas vertueux, c'est pas durable. Et c'est bien ça qui crée les états d'âme de la grenouille. C'est-à-dire qu'à un moment, parce qu'elle s'est sacrifiée, elle a l'impression que tout le monde devrait lui dire merci, sauf que personne n'a conscience qu'elle s'est sacrifiée, donc personne va dire merci. Et en plus, quand à un moment, la grenouille en a marre d'être sacrifiée et qu'elle a un mouvement d'humeur en disant quand même ça doit être payant, on se dit non mais pour qui elle se prend celle-là? Donc à un moment, tout ça c'est... C'est le triangle de Karpman. Ben oui. Donc c'est pour ça que réellement, je pense que c'est important et peut-être qu'effectivement à un moment dans votre cabinet vous serez les premiers à le faire et le point c'est comment vous en racontez l'histoire à vos clients. D'où l'intérêt de notre deuxième session. Parfait. Non, on peut enchaîner. Je pense qu'on a bien compris du coup. Et puis voilà, je dirais que potentiellement en synthèse, effectivement, vous avez peut-être des clients qui n'ont pas beaucoup de sous, mais pour autant, chez les autres, ils payent leur notaire à l'acte, ils payent leur avocat à l'heure, ils payent leur médecin à chaque consultation. Et un truc de dingue, c'est-à-dire que vous pouvez aller chez un médecin pour faire une radio, à la fin on vous dit vous avez rien, vous paierez quand même et vous êtes ravis en plus. Donc, si on le voit comme ça, c'est top. Donc voilà. Donc en fait, j'avais envie de vous proposer cette grille de lecture juste en synthèse de ce point sur nos idées reçues et nos croyances. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a des situations, des circonstances qui clairement ne sont pas sous notre contrôle. Si la DSN plante, c'est pas pour t'énerver. C'est parce qu'elle plante. On est d'accord? Si le client, à un moment, vous dit, on m'a transmis votre offre, parlons du prix, il vous dit, on m'a transmis votre offre, parlons du prix. Sauf que, à ce moment-là, vous allez avoir des pensées. Des pensées qui vont être votre interprétation de ce qui se passe. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous dire, ce client, il est intéressé que par le prix et nos tarifs sont élevés, voire plus élevés que les concurrents. Et à ce moment-là, vous allez avoir des émotions. Et ces émotions vont être, potentiellement, je suis agacée de me retrouver dans cette situation. Je la vois comme une impasse parce que je me dis, il va falloir qu'on négocie. Et pourtant, je lui avais fait des prix pas chers et vous avez un agacement qui monte. En fait, ce que tu veux dire, c'est parlons du prix. Inconsciemment, on est tout de suite en train de se dire, il va me négocier le prix. Exactement. Alors qu'en fait, parlons du prix. C'est parlons du prix. C'est parlons du prix. J'ai envie de comprendre comment c'est calculé. Et voire même, j'ai envie d'en parler et j'ai envie de le négocier. Mais pourquoi pas?
Vous n'avez jamais envie de rien négocier. Vous êtes juste… Alors moi, je négocie tout. Donc, c'est pas à moi qu'il faut en Voilà. parler. Mais vous, les gars, enfin voilà, vous achetez pas les trucs contents quand vous savez que ça peut se négocier. D'accord? Donc, à un moment, il n'y a pas de volonté de nuire là-dedans. Et acceptez-le en disant, bah ouais, on va parler du prix. Mais si vous êtes défensif, alors dans la façon d'agir, vous allez potentiellement vous contenir, parler plus bas, manquer de, de clarté dans votre élocution, d'arguments. Et du coup, il va se passer quoi? Il va se passer que vous n'aurez pas réussi à défendre la valeur de votre offre. Et vous vous direz, j'avais raison, c'est saloperie de clients, ils veulent tout le temps parler du prix. Mais à un moment, est-ce qu'on n'a pas nous-mêmes créé les conditions du fait que ça se passe pas bien? C'est ça que je veux vous dire. Et en fait, le salut, et pour rebondir sur ce que tu disais, Virginie, c'est vraiment de se dire, travaillons sur nos représentations, nos croyances, nos pensées, ça ira beaucoup mieux. Ça, c'est pour la partie. Donc, j'ai une offre, j'ai un prix, le client va en parler, comment est-ce que je l'aborde? Et après, il y a la partie, comment est-ce que je réponds aux besoins du client? Je crois que c'est Voilà. la partie après. C'est plus en amont, comment est-ce que je m'assure que j'ai une offre qui correspond à ce qui est attendu? Absolument. Et c'est là où, en fait, j'ai deux éléments de théorie que j'ai envie de partager avec vous. Celui-ci sur les besoins latents, les problématiques des clients et prospects. Et puis ensuite, on parlera de proposition de valeur. Alors, juste cette courbe, enfin ce schéma que vous voyez à l'écran, en fait, met en relation sur l'axe des abscisses le fait que vous ayez sur la gauche pas répondu aux besoins des clients, sur la droite répondu aux besoins des clients, et l'axe des ordonnées, en bas le client est pas content du tout et en haut il est enchanté. D'accord? Et en fait, vous voyez qu'il y a 3 modèles de corrélation. Le premier modèle, c'est quoi? Ce sont les besoins basiques. Ils ne sont pas exprimés parce que pour les clients, ce sont des prérequis. Simplement, si vous les satisfaites pas, vous n'avez pas de raison d'être. Je souhaiterais vous dire à ce moment-là que le fait que dans un cabinet d'experts comptables, il y ait des collaborateurs qui sachent faire la comptabilité, c'est relativement basique. Et je voudrais juste dire ça parce que un jour, j'ai une expert comptable qui m'a dit, j'avais un problème relationnel avec Florian, que Florian était un bon collaborateur comptable. C'est pas très recevable vu du client. D'accord? On espère bien que vous n'en avez pas des mauvais, des collaborateurs comptables. Alors, peut-être parfois, hein, mais en tout état de cause, il vaut mieux pas que le client le sache. C'est un peu la base. Après, il y a pour les clients des besoins exprimés, à la fois de tâches à réaliser, de services à rendre, de relations à faire, et ils sont exprimés parce que le client considère que vous ne pouvez pas les deviner, c'est important pour lui, donc il va réellement prendre le temps de vous en parler. Répondre à ça, c'est bien, sauf que si on s'arrête à ça, finalement, le client potentiellement aura exprimé la même chose à vous qu'à un confrère. Et ça veut dire que votre offre, si jamais il a consulté 2 cabinets, va être exactement en tout point pareil. Et si j'ai 2 choses qui sont pareilles, mon critère de choix, ça va être quoi? Ça va être le prix. Pas du tout. Parce que nous, experts comptables, on a une relation privilégiée avec les chefs d'entreprise. Et ils vont choisir l'expert comptable avec lequel il y a le plus d'affinité relationnelle. Et donc, ça nous amène aux besoins latents. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que l'affinité relationnelle? C'est la capacité à avoir détecté chez ce chef d'entreprise quelque chose qu'il n'avait pas dit, mais qui est important pour lui et qui va faire que, à ce moment-là, je vais me dire, vous, monsieur, j'ai vraiment envie de travailler avec vous parce qu'effectivement, la façon dont vous m'avez écouté, la façon dont vous avez reformulé, la façon dont vous avez porté attention à ma personnalité, ça, j'aime beaucoup. Et à partir du moment où vous prenez le temps d'écouter vos clients, vous allez avoir tous ces indices de problématiques et de besoins latents. Vous allez avoir l'intelligence de proposer une réponse et à ce moment-là, vous rendrez votre
réponse unique et donc vous pourrez prétendre avoir un prix plus élevé parce que vous ne serez pas en concurrence. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire que la première chose essentielle après notre sujet sur les croyances et vos pensées, c'est de se dire la clé de la facturation est dans la compréhension des problèmes des clients, pas dans la maîtrise du métier. Là, si je prends le cas concret d'un cabinet, ça veut dire que un prospect qui vient me voir avec une liste de points, il veut son bilan, il veut sa déclaration, etc. Si je me contente de répondre à ça, je me place tout de suite dans une situation où je vais être en concurrence sur le prix. Exactement. Alors que si j'arrive à creuser et à sortir son vrai besoin, je me sors de ces problématiques-là. C'est exactement ça. Okay. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment fondamental. Okay. C'est passer de globalement, je fais un métier sans valeur ajoutée à je deviens consultant pour le dirigeant. Mais on le vit tous au quotidien. On a quand même pas mal de prospects ou de clients qui viennent nous voir. Je veux acheter un bien, je veux créer une SCI. Ou il me faut une holding. Parce qu'aujourd'hui, quand même, si à 50 ans, ni ta holding, ni ta SCI, t'as raté ta vie, on est d'accord. Hein. Et on en a plein des prospects comme ça. Et on sait très bien que la SCI, elle sert à rien. Enfin, elle peut ne servir à rien. Et la holding, elle peut ne servir à rien aussi. Et donc là, à partir du moment où on répond au client, OK, pourquoi une SCI, qu'est-ce que tu veux acheter et pourquoi faire, et tes enfants, et la transmission, et le bidule, à la fin, oui, non, OK, tu en as besoin. Moi, je dis souvent, moi, j'adore créer plein de SCI, de holding, ça me fait des honoraires. Donc, je suis trop contente parce qu'évidemment, je fais une proposition de valeur et d'offre et je vends. Mais si le client n'en a pas besoin, et le client ou le prospect ou le client qu'on a déjà, auquel on dit, bon, t'as envie d'un truc, mais t'en as pas besoin, là, on commence une super relation commerciale parce qu'il se dit, je n'ai pas un expert comptable qui vend tous les 4 matins des trucs qui servent à rien et j'ai un vrai conseil. Et il est vrai que quand il a besoin d'un truc, après, il le paye. Il la paye, sa SCI. Si on dit, OK, tu en as besoin, tu veux transmettre à tes enfants, c'est une excellente idée. La holding, oui, pourquoi pas. Tu vas faire rentrer un minoritaire. Tu vas, oui, pourquoi pas. Ça peut se concevoir. OK, on y va. On y va pas. Et là, on est donc dans la violette, c'est ça? Absolument. La violette, on a besoin d'attendre. Oui. Ouais. Alors non, sur le chat, ça bouge beaucoup, mais c'est parce qu'il y a un débat interne entre deux intervenants, donc je vais les laisser discuter entre eux. Et non, on peut continuer. Alors, donc le deuxième point important, c'était l'histoire de proposition de valeur. Donc la proposition de valeur, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le business pour dire finalement qu'est-ce qui va donner envie à nos clients de nous faire confiance. Les Anglais disent gain enabler, pain reliever, et je me suis amusée à traduire ça en français sur l'effet soleil, l'effet sommeil. C'est-à-dire, c'est de se dire fondamentalement créer de la valeur à un client, c'est l'aider à gagner plus d'argent, schématiquement. Et par rapport à ça, il y a comment je l'aide à briller plus, ce qui va se traduire économiquement par augmenter son chiffre d'affaires, par exemple, et comment je l'aide à dormir mieux, ce qui peut se traduire économiquement par faire des économies. D'accord ? Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder ça à la fois sous un angle économique, c'est l'illustration que je viens de vous donner et que je vais développer, et aussi émotionnel, parce que quand vous vendez à la fois à une entreprise que vous allez accompagner et aussi à un dirigeant qui va choisir de vous faire confiance. Alors, concrètement, pour l'entreprise, l'effet soleil, l'effet sommeil. Donc, on est bien sur l'impact économique, c'est-à-dire que vos compétences permettent à l'entreprise d'améliorer son résultat économique. Ça veut dire quoi? Sur la dimension soleil, et votre métier va être de conseiller les clients, d'éclairer leurs enjeux stratégiques, de se focaliser sur des sujets de développement qui sont vertueux. Potentiellement, vous leur permettez d'avoir un dossier qui est extrêmement bien fichu pour aller négocier dans une banque ou faire une présentation à un pacte d'actionnaires qui va leur permettre effectivement d'être
en sérénité sur les moyens de développement de l'entreprise et mettre l'entreprise sur de la croissance. Ça, c'est l'effet soleil. Et puis, l'effet sommeil qui est absolument énorme, qui est comment on sécurise les clients, comment on leur permet d'éviter des risques fiscaux, des risques sociaux, comment on les accompagne dans l'optimisation de leur activité en analysant les lignes du compte d'exploitation et en leur disant là-dessus, peut-être vous avez des pistes d'économie. Et puis, bien évidemment, vous leur faites gagner un temps fou. Et ça, c'est de l'argent aussi. Juste pour clarifier, là, on n'est pas en train de dire qu'il y a le bien et le pas bien. C'est de dire c'est deux choses différentes. C'est deux choses voilà, qui sont absolument complémentaires. D'accord. Et l'idée, c'est de dire à un moment et de savoir aussi parler de votre métier comme ça. C'est-à-dire que parfois, quand j'ai eu l'occasion de discuter avec des confrères, j'avais presque l'impression qu'ils se vivaient comme un mal nécessaire. Et en fait, pas du tout. D'accord? Pas du tout. Vous êtes réellement, enfin, pour moi, vous êtes mon premier conseil et il y a évidemment un effet énorme sur la dimension en ayant la certitude de travailler avec un bon expert comptable, je dors bien, mais en plus, avec une discussion soutenue, bien fichue autour d'un bilan où on prend des bonnes décisions, clairement, ça me permet de mettre mon entreprise sur des voies de croissance. Donc, ce que tu es en train de nous dire à ma problématique de tout à l'heure, je reviens à ma DSN qui a planté 8 heures et mes IFU, là, on est dans l'effet sommeil. Absolument. Et là, je peux me facturer et là, je peux dire au client, je te vends de la tranquillité, exactement, de la sécurisation. Exactement. Il y a eu un bug de logiciel, de ce qu'on veut, de l'administration. Et parce que j'ai passé 8 heures à tout réparer, et ben là, tu es super tranquille. Exactement. Merci, Cécile. Exactement. Et puis après, il y a la dimension plus émotionnelle, c'est-à-dire que vous êtes un interlocuteur réellement, précieux pour un dirigeant. Et la conviction que j'ai, et en tout cas ce que je ressens en tant que cliente d'expert comptable, c'est que un bon expert comptable, ça fait du bien émotionnellement quand on est dirigeant. Et il y a de nouveau ces deux niveaux, c'est-à-dire que moi, je sais que je suis passée par un contrôle fiscal. Ça fait 20 ans que j'ai une entreprise. J'ai eu un contrôle URSSAF. J'ai eu un prud'homme. Enfin bon, bref, j'ai collectionné un certain nombre de choses. Le fait d'avoir à mes côtés un expert comptable qui me rassure, qui me dise voilà, ça va se passer comme ça, et puis voilà comment on va répondre, et voilà comment on va faire, et ainsi de suite. C'est quelque chose sur lequel moi je suis pas compétente, j'ai pas de formation, je sais pas comment on fait, et je suis une boule de stress. Et en fait, grâce à la relation que j'ai avec un expert comptable, finalement je suis en sécurité. Et j'ai presque, en fait, je pense à mon contrôle URSSAF qui était il y a 3 ans. Objectivement, je trouve presque que j'ai presque pas assez savouré la sérénité qui m'a été, c'est-à-dire qu'elle m'a tellement rassurée tout de suite que, en fait, j'ai considéré que c'était anodin. Et je me souviens, j'avais une formation avec des confrères qui me disent waouh, un contrôle URSSAF. Je dis, oh non, mais c'est rien. Et en fait, ils étaient tous en train de me regarder comme si c'était quand même un truc sérieux. Mais enfin, vraiment, j'ai pris ça comme le contrôle fiscal s'était super bien passé. Je me suis dit non, mais ça, c'est encore plus cool. Et j'étais pas du tout stressée. Et effectivement, j'ai pas eu du tout de problème, mais presque il aurait quand même fallu que j'ai plus de conscience du risque pour apprécier plus effectivement le côté super-héros de ton expert comptable, qui aurait pu te facturer le triple. Et parce que ça serait bien que tu formes un peu ton expert comptable, non, Cécile? Mais je te raconterai quelque chose. Et puis, effectivement, l'autre chose, c'est comment vous permettez à vos clients d'avoir l'intelligence des situations auxquelles ils sont confrontés. Et tu évoquais tout à l'heure des idées reçues qu'on peut avoir sur le fait de je vais faire une SCI et comme ça, je vais montrer que j'ai réussi dans la vie. Et à un moment, effectivement,
réussir dans la vie, c'est bien cet effet soleil, et tu leur expliques et tu leur donnes les bons points de repère pour effectivement prendre les bonnes décisions, fondamentalement. Oui, grâce à mon expert comptable, j'ai évité de faire des bêtises comme tout le monde en ayant une ESCI. Donc, tout ça, c'est cet environnement de valeur sur lequel, fondamentalement, il faut réfléchir pour construire le prix. Et pour en arriver quand même au sujet pour lequel on est ici, comment on fait pour fixer un prix? Alors, fixer un prix, en fait, c'est se dire 3 choses. 1, combien ça me coûte de faire cette prestation en termes de temps, en termes de moyens logiciels, et combien j'ai besoin de gagner. Ça va être le plancher de votre proposition de prix. À quel prix les autres le vendent? OK. Et puis, qu'est-ce que vous apportez par rapport à votre client? Ce qui veut dire que fondamentalement, le prix, c'est un peu un tunnel avec un plancher qui est constitué par les coûts des composantes de votre offre, plus les coûts fixes de votre entreprise et un pourcentage de couverture de risque. Et en dessous, il est hors de question qu'on aille, un plafond qui va être la valeur économique que le client retire de tout cela. Et en fait, tout votre enjeu, c'est de pas réfléchir comme des cafards. Quand je dis ça, c'est de dire un cafard. C'est notre fête, Cécile, aujourd'hui. Pardon ? C'est notre fête. Voilà. Déjà, mais c'est fait avec tendresse. Oui, absolument. Oui. Mais j'arrive. Donc, les cafards, c'est quoi? C'est des insectes qui rampent. D'accord? Donc, ils cherchent à être avec le moins de marge possible par rapport à leur structure de coût. Donc, on enlève cette image répugnante pour aller vers celle bien plus sexy de beaux papillons qui vont voler vers les plafonds de la valeur. Pas belle celle-là? Extraordinaire. Vraiment, bravo. C'est très, très bien. Alors, c'est dans le commercial, non? Ouais. Bah oui. Si je peux me permettre, j'ai l'impression que nous, experts comptables, on a une petite difficulté déjà au niveau cafard, au niveau là, plancher, les coûts des composants, l'offre, etc., etc. Et on en parlait, tu t'en parlais tout à l'heure, Philippe. Est-ce qu'on n'oublierait pas d'y mettre, par exemple, le coût du logiciel ou pas? Quand on met le coût des composants, quel est le temps passé par nos collaborateurs? Et il y a beaucoup de cabinets en fait qui n'ont pas de saisie des temps. Alors, sans saisie des temps, comment on peut savoir le temps que l'on passe pour faire telle ou telle mission? Donc, et là, c'est pas ambiance cafard, là, c'est ambiance un peu coordonnée. Parce que clairement, ça fait pitié de se dire que dans une profession, on adore t'inviter. Avec tendresse, hein. Non, mais dans une profession qui logiquement gère des comptes d'exploitation, pas être capable de gérer le sien. Mais je te le fais pas dire, et c'est pour ça que j'insiste. Et il y a beaucoup de cabinets d'expertise comptable qui n'ont peut-être pas d'idée, pas conscience. Pourquoi? Parce que on a cet ADN de délégation de service public. Sacrificiel, en fait. Voilà, sacrificiel. Et donc, le sacrifice, en fait, n'a pas de prix, il n'y a pas d'heure, etc. Et à un moment donné, si on a envie d'utiliser ce schéma-là, il faut qu'on ait conscience de la bande grise. Et donc, ça veut dire combien nous coûte le logiciel, quel est le temps passé par le collaborateur à peu près, etc., etc. Après, et il faut après qu'on ait conscience du bleu, quelle est la capacité en fait contributive du client. Donc là, tu nous donnes un truc qui pour nous est vraiment super compliqué. Hein. Je te le dis tout de suite, ça paraît simple pour toi, mais pour nous, c'est pas du tout évident entre le gris et le bleu. Je précise qu'on va voir aussi dans la deuxième partie comment on le décline mission par mission de façon métier, en fait. On va l'aborder juste après. Là. Juste un mot pour rebondir, parce qu'on n'y reviendra certainement pas sur ce que vient de dire Virginie. C'est absolument fondamental. On ne peut pas imaginer, déterminer un prix si on ne connaît pas ses coûts. C'est un truc de fou. Et il y a une mode sur les réseaux sociaux de la profession qui consiste à dire non, mais la saisie des temps, c'est n'importe quoi, c'est un truc has-been, etc. C'est très à la mode. Et en fait, il y a des cabinets qui le faisaient et qui ont décidé d'arrêter ou que sais-je, ou alors des cabinets qui ne le font pas et qui ont 50 bonnes raisons de ne pas le faire. C'est une aberration économique. Et comme tu le disais, pour un cabinet d'expertise comptable qui essaye d'expliquer à ses clients la rentabilité, de les aider à s'améliorer, de gagner plus, etc., ne pas avoir de gestion des temps, c'est un truc de fou. Et si on veut gagner de la rentabilité dans un cabinet, notamment ceux qui ne font pas de gestion des temps, qui ne suivent pas les temps, avant même de changer les prix, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on calcule les coûts de revient en ayant les temps. Et moi, je vais vous dire, vous virez 5% des clients
et vous devenez rentable. En tout cas, vous gagnez considérablement en rentabilité. Vous n'avez plus de problèmes ou moins de problèmes de recrutement. Vous avez moins de problèmes de dépassement de temps en termes d'horaire des collaborateurs qui sont surchargés. Vous vous occupez beaucoup plus des clients qui sont prêts à payer beaucoup plus pour avoir beaucoup plus, et vous virez les emmerdeurs. Et là, vous gagnez de la rentabilité sans changer les prix. Parce que c'est vrai que ça paraît évident, et je pense que là, on va tous être d'accord dans la salle et en ligne, qu'il est nécessaire de virer les clients pas rentables. C'est une évidence. Mais comment on sait s'il n'est pas rentable quand on n'a pas la saisie des temps? Là, c'est une autre évidence. Je me permets juste un petit Alors, point. moi, je pense que. Alors, moi, je juste pense. après. Non, mais je pense que c'est l'histoire de. Non, mais Voilà, de l'entreprise libérée. Je pense que c'est l'histoire de l'entreprise libérée Oui. où on s'est dit, on donne du lest en termes de management et fort de ça, on saisit plus les temps qui pourraient être un outil de contrôle. Et pas du tout. En fait, la gestion des temps est un outil de rentabilité et pas un outil de contrôle managérial. Donc en termes de, oui, effectivement, ce qu'ils mettent en avant, c'est cette logique de laisser vos salariés tranquilles, de bien-être, bien-être, tout voilà, ça. exactement. Ambiance baby-foot. Exactement, voilà. Donc je fais juste un petit point. Là, on est pile à la moitié du timing. On va finir juste après la première partie. Et à 10% du séminaire. Non, je n'ai pas dit ça. Et, donc on va finir de la partie fixation du prix. Et après, on va dérouler concrètement sur les missions actuelles et les missions de demain. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Voilà, alors le dernier point que je souhaitais aborder avec vous en termes de points de repère sur ce qu'on appelle en marketing la sensibilité prix et qui va donner l'élasticité prix. Donc l'élasticité prix, c'est une notion qui dit si on est moins cher, on a plus de clients. D'accord ? Et si on est trop cher, on perd des clients. Ça va là-dessus ? Et je pense que vous avez peut-être pour beaucoup cette croyance, encore une fois, qui est que, attention, si on est trop cher, on aura moins de clients. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qui est, oui, si je suis le premier à facturer ça, potentiellement, j'aurai moins de clients. Alors, avant même de dévoiler mon slide, je voudrais vous dire une chose. Vu par la cliente que je suis, mon enjeu n'est pas que vous soyez un expert comptable pauvre, c'est que vous soyez un expert comptable capable de me rendre riche et de me protéger contre les risques. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment important. Parce que l'impression que j'ai, c'est comme si vous vous disiez « Non, mais c'est important qu'on soit pauvre, sinon les clients, ils ne vont pas bien nous aimer. » Non. En fait, le client a besoin d'avoir la certitude que vous saurez passer du temps sur son dossier pour l'aider à se développer économiquement, pour l'aider à être en sérénité, pour lui faire gagner du temps. D'accord ? Ça, c'est ça ce que j'achète. Ce n'est pas le fait que vous soyez pauvre. Après, effectivement, qu'est-ce qui fait que potentiellement, je vais avoir une forte sensibilité en tant que cliente ? Il y a 6 types de critères de 3 familles différentes. Les 3 critères que vous voyez en jaune ici sont des critères qui sont économiques. C'est-à-dire quand on paye souvent quelque chose, on va tous les jours à une boulangerie, on paye tous les jours la baguette de pain, le prix, on l'a mémorisé, il augmente, potentiellement, on le remarque tout de suite et on se dit, je vais peut-être aller chercher dans une autre boulangerie. Le fait d'avoir des dépenses de fonctionnement en plus du produit ou du service. J'achète une voiture, je sais qu'il va falloir que je lui mette de l'énergie et je sais qu'il va falloir que je l'entretienne, je fais attention au prix. J'achète un logement, je vais bien évidemment faire attention au prix parce que c'est une dépense très élevée. Si on reprend ça maintenant à l'aune de qu'est-ce que c'est qu'une dépense d'expert comptable pour une entreprise ? Vous faites les comptes de résultats des entreprises, vous savez que en termes de poids dépenses expert comptable dans un compte de résultats de client, vous n'êtes pas bien haut. Vous représentez combien en moyenne ? Qu'on puisse donner 2 moyennes, ouais, je crois pas. Non, ouais. mais d'accord, Ouais. mais Ouais. non, mais ok, moi, si je prends au niveau de mon entreprise à moi, 1%. Mais c'est exactement ça. Moi, je fais un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires et j'ai… Ouais. 2 000 euros pour une boîte de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et moi, je paye un peu plus de 10 000 euros pour un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est ça.
Moi, je veux bien ton expert comptable, c'est pas mal, 10 000. Moi, je fais expert comptable, mais moins cher encore. Donc, en tout état de Moi, je cause, suis quand même bien meilleure que Philippe. en tout état de cause, ce que je veux dire, c'est que 1% de dépenses, c'est pas un truc qui est colossal, majoritaire, et je me dis pas, ah ouais, alors là, je vais faire 500 € d'économie, ça va tout changer, quoi. On est d'accord? Donc, quelque part, la fréquence d'achat, alors c'est vrai que je paye tous les mois un forfait, mais il est prélevé, je me rends quand même pas super bien compte de ça, et vous ne coûtez pas cher à entretenir en tant que tel. En revanche, ce qui est certain, c'est que le risque à avoir pris un mauvais expert comptable va me coûter une fortune. Bon, donc les trucs en jaune, ça compte pas. On va regarder le bleu. Le bleu, c'est quoi? C'est beaucoup plus une perception psychologique qui va créer de la sensibilité au prix. Et effectivement, quand tout se ressemble, quand ça coûte pas cher de changer et quand il y a peu de risques perçus, alors il y a une sensibilité au prix. Si on regarde ça, bah finalement, j'ai envie de dire ici, changer d'expert comptable, moi je l'ai fait 2 fois déjà, j'ai trouvé ça extrêmement pénible. Donc, quand même, je trouve que c'est pas facile de changer d'expert comptable. Alors c'est vrai que tant qu'on l'a pas fait, on le sait pas. Mais de fait, je t'aime beaucoup, Virginie. Tu peux être une super expert comptable. De là à ce que je me dis, je vais venir travailler avec Lucius Expertise et enlever tous les liens que j'ai avec mon cabinet d'experts comptables, il va falloir qu'il se passe un truc plus fort. Non, mais Tu changeras pas pour économiser 500 balles. Ah, mais jamais. Alors ça, c'est plus que sûr. Donc, il faut que tu fasses une offre en dessous de 6 000 – 7 000 pour qu'elle commence à regarder. Donc, non, ou alors que j'ai un énorme problème, ou un problème significatif, ce qui est la raison pour laquelle j'avais changé de mon expert comptable d'avant. Donc ça, c'est certain. Après, je pense que effectivement, ce que votre profession a intérêt à travailler et ce que tu travailles beaucoup, Virginie, c'est finalement pourquoi nous. C'est-à-dire comment vous matérialisez la différence de votre cabinet par rapport à un autre. Et qu'est-ce qui va se passer chez vous qu'on n'aura pas chez un autre? Moi, je sais que ce qui me fidélise énormément dans le cabinet dans lequel je suis, c'est une jeune Aurélie qui est chef de mission et qui est juste extraordinaire et qui est un bonheur de personne avec laquelle travailler. J'ai une question là juste, et après Ouais. il faudra qu'on enchaîne rapidement sur la deuxième partie, ça, parce que sinon Philippe va devoir parler en vitesse x2, x3. Prochaine fois, sinon je parle. Non, il y a quelqu'un qui disait on facture pas en fonction du chiffre d'affaires. Donc c'était juste pour dire, là il n'était pas question de dire on facture en fonction du chiffre d'affaires. Ouais. C'était juste de dire les honoraires ne représentent pas un poste majeur, donc la sensibilité au prix est plus faible. Oui. Est-ce qu'on peut se permettre de clôturer sur cette slide Bien et sûr. de passer à la deuxième partie? Je suis désolé, je suis un peu brutal sur celle-là, mais c'est parce qu'il reste peu de temps pour la suite. Merci beaucoup, Cécile, pour cette première partie. Donc, il décrivait un peu le tableau en termes de mécanismes, de psychologie. Ce qu'on vous propose avec cette deuxième section, c'est de prendre en fait les missions de l'expertise comptable, de regarder ce qui se fait au travers d'enquêtes et de vous donner des conseils très pratiques et très concrets sur les missions d'aujourd'hui et sur ce qu'on a appelé tout au long de la saison les missions de demain, missions d'accompagnement et de conseil. Philippe, écoute, je te laisse la parole sur cette première slide. Alors, déjà, vraiment inventaire. Donc, je pense que tout le monde à peu près a une idée du sujet. Mais les missions sont facturées comment dans les cabinets? En gros, il y a 4 grandes méthodes de facturation. Le forfait, le fameux tout compris dont on a parlé tout à l'heure, au temps qui est passé, d'accord, à la tâche et au succès. Et puis, évidemment, il peut y avoir parfois des mélanges de différentes méthodes. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on n'a pas besoin, on n'a pas d'obligation, etc., de facturer toutes les missions de la même manière. D'accord ? L'un des exemples les plus flagrants, c'est la paye, la compta, etc. Souvent, on facture maintenant, ça paraît évident à tout le monde de facturer la paye à la tâche, le bulletin, l'entrée, la sortie, le licenciement, l'arrivée, le contrat de travail ou je ne sais. Maintenant, dans 80% à mon avis des cabinets, il y a un tarif qui est bien établi. Il y a 20 ans, c'était compris dans le forfait de base. C'est-à-dire qu'on avait un forfait global, le tout compris, qui déjà, il y a 20 ans, comprenait le social.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Parce qu'effectivement, le social s'est complexifié. Et maintenant, le social représente 14% du chiffre d'affaires parce qu'on l'a identifié comme étant une activité en tant que telle. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Le forfait. Donc, j'ai fait une petite synthèse des différentes méthodes. N'importe comment, vous aurez les diapos, donc vous pourrez récupérer tout ça. En gros, les avantages, c'est que si on se place du côté client, c'est que le budget, il le connaît à l'avance. Et comme disait Cécile, ce qui doit être son cas, a priori au moins pour la compta, elle sait à l'avance, le 1er janvier, que ça va lui coûter 10 000. Elle sait qu'elle sera prélevée tous les mois de 800 €. Et donc, voilà, le 31-12, elle a tout payé, elle ne doit plus rien à personne et elle n'a pas de mauvaise surprise. Moi, j'ai envie de dire, même si la DSN, elle ne marche pas. Parce que je ne vois pas pourquoi Cécile paierait, parce que la DSN ne marche pas. Même si ça tombe par accident sur son dossier à elle. D'accord? Donc, voilà. Mais le forfait, c'est le principe, c'est forfaitaire, et donc on n'y revient pas. Après, on verra qu'on peut y revenir, mais dans certains cas. C'est du social. Là, tu t'es contredit, c'est parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'une DSN, Philippe. C'est pas grave. Hein. On continue parce que je ne vais pas me faire cramer le peu de temps qui me reste. Voilà. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle vient de dire, mais je n'ai pas le temps d'argumenter. Deuxièmement, pour le cabinet, c'est très intéressant et très agréable parce qu'évidemment, on sait à l'avance, corrélativement, qu'on aura tel revenu, tel chiffre d'affaires. Moi, je vois des cabinets qui sont en stress parce que le 1er janvier, ils ont moins de 90 ou 95% de leur chiffre d'affaires de l'année qui est signé. Alors qu'en fait, mettez-vous à la place de vos clients. 95% de vos clients, Cécile, tu as combien de ton chiffre d'affaires qui est signé le 1er janvier? À peine 20%. C'est ça. Ben oui. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ce n'est pas anormal. Et souvent, d'ailleurs, l'un des freins au développement des cabinets, c'est que comme ils n'ont pas de visibilité certaine sur le chiffre d'affaires qui va tomber, ils ne recrutent pas, ils n'ont jamais de RH d'avance. Et donc, quand une mission tombe, ils ont du mal à la faire rentrer, ils ont du mal à répondre, etc. etc. Les inconvénients, la prestation est très mal valorisée. Effectivement, si vous avez un forfait, mais que dans l'année, il y a un IFU qui tombe, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas faire une lettre de mission complémentaire pour un IFU qui va vous prendre 10 minutes. Effectivement, c'est l'argument que développait Cécile tout à l'heure. Non, si c'est tout compris. En fait, toute la question, c'est qu'est-ce qui est compris? C'est ce que je viens de dire, c'est les inconvénients. C'est-à-dire qu'effectivement, on a mal ajusté le forfait, et donc... Non, mais là, c'est pour expliquer le mode de fonctionnement du forfait. Non, parce que pour moi, le forfait, enfin, dans nos métiers, on fait aussi beaucoup de forfaits, et tout l'enjeu, c'est de dire qu'est-ce qu'on met dedans et qu'est-ce qu'on exclut. Parce qu'effectivement, si on a un all-inclusive flou, moi, je vais vous demander aussi de venir faire le ménage finalement, parce que ce sera pratique. Donc, à un moment, la question, c'est comment est-ce qu'on borde les contours des choses, et c'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que quand on a un recommandé à envoyer à l'administration fiscale, c'est forcément sur l'argent du cabinet? Enfin, c'est des trucs tout cons, mais il faut réellement, à mon avis, bien border le forfait de façon à ce que vous ne soyez pas prisonnier et du coup vassalisé par le client là-dessus. Clairement. Donc l'idée, je vais aller vite. Concrètement parlant, on parle de la lettre de mission, on parle de la répartition des travaux à la fin de la lettre de mission, ou par exemple, on l'a tous cet exemple du client qui a qui commence à faire de l'intracommunautaire et qui la DES, qui nous prend la DES ou la DEP, qui nous prend un temps de chien, et c'est compris, c'est pas compris. Évidemment, il faut que ce soit marqué dans la répartition des travaux. Donc, et on le fait tous, et donc on délimite bien évidemment le forfait. De la même manière, il est prévu que le client, alors c'est moins vrai maintenant avec les outils techno, mais moi je me souviens, dans des quantités de cabinets, il était prévu que le client apportait ses pièces ou envoyait ses pièces organisées, classées, bien rangées. En fait, au pratique, au bout d'un mois ou deux, il ne le faisait plus, mais le cabinet le faisait, alors qu'il n'aurait pas dû le faire. Ce n'était pas prévu dans son forfait. Donc évidemment, les inconvénients, si je continue sur le forfait, c'est quoi? C'est les prestations sont effectivement mal valorisées, elles sont mal précisées parce qu'on n'a pas bien défini les contours du forfait. L'ajustement est mal vécu par les clients. On ne peut pas avoir un tout compris et toutes les 5 minutes lui dire ça, c'est pas compris. Surtout quand c'est mal défini. C'est un inconvénient pour le client comme pour le cabinet, dans les deux cas, selon le cas. Il y a évidemment un risque de dérapage énorme si le client ne respecte pas ce qui est convenu. Alors, ce n'est pas forcément écrit, mais c'est convenu. Sauf que le client, au bout d'un 15 jours, 3 semaines, un mois, il a oublié ce qui était convenu et il dit, ce n'est pas ce qui est marqué. Donc, évidemment, il y a un problème. Le client considère, effectivement, que tout est compris. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire qu'en plus,
on le voit bien, notamment pour les clients qui sont en démarrage, les créations. Le problème du chiffrage d'une création d'entreprise, c'est très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui ont un petit Excel qui dit il a 12 factures, enfin, il a 50 factures par mois, 50 factures de vente, il a un relevé bancaire, donc ça va coûter, je sais pas quoi, 300 balles par mois, 3 000 € par an, je sais pas quoi. Sauf que le problème, c'est que le client, comme c'est tout compris, il appelle 10 fois par jour. Et il a plus vite fait à passer un coup de fil à son expert comptable, vu que c'est gratuit, plutôt que d'aller chercher dans sa doc ou n'importe quoi. Il y a même des clients qui appellent en disant, vous pouvez me renvoyer la facture que j'ai faite numéro tant? Ben oui, pourquoi il chercherait lui, puisque l'expert comptable, c'est all inclusive. Donc évidemment. Donc c'est l'inconvénient du forfait, évidemment. Et il est difficile C'est l'inconvénient, excuse-moi, du forfait mal défini. Oui, bien sûr. Voilà. Un forfait bien défini, on peut s'en sortir. Et justement, pour ce créateur d'entreprise, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je leur dis 200 € hors taxe par mois, parce que je ne sais pas du tout ce que vous allez faire, comment vous allez décoller. Et à la fin de l'année, on le fait au réel. On voit en fonction des questions et au bout de 2-3 mois, si le gars il appelle 10 fois, tout de suite, je lui explique que là, de toute manière, on va dépasser et on va grandement dépasser et qu'il va y avoir un coût. Donc, on peut dire au créateur que c'est un forfait, mais qu'un forfait en fait de provisoire, en fait, qui n'est même pas un forfait, qui est 200 € parce qu'on ne sait pas comment ça va décoller, c'est le truc avec les startups. Et après, et il est défini. Donc, cette notion de forfait elle peut être bien, mais il faut être vraiment précis et le définir. Et après, il y a le problème de Cécile. Parce que Cécile a fait 1 million € de chiffre d'affaires, mais elle est tellement brillante que dans 2 ans, elle fait 3 millions € de chiffre d'affaires. Il va falloir qu'on s'occupe de ces zones. Mais je crois que c'est le dernier point de la dernière section sur les conditions et les précautions du forfait. Donc, si j'arrive à la fin de ma première diapositive, je vais pouvoir vous expliquer les conséquences et les risques du forfait. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, le risque, je pense que vous l'avez abondamment développé, c'est la non-précision du forfait. Donc, ça veut dire qu'il faut l'ajuster, anticiper, et notamment pour les clients, être extrêmement prudent, ne pas dire qu'il y a un forfait tout compris définitif, mais bien préciser ce qu'il y a dedans, et surtout, prévoir des ajustements. Et comme le disait à l'instant Virginie, quand vous vous apercevez au bout d'un mois ou 2 ou 3 que finalement, ce que vous aviez négocié, c'est-à-dire le client qui a telle taille ou tel nombre d'appels ou tel besoin de conseil, etc., finalement, ce n'est pas du tout ce qui était prévu, alertez-le au bout d'un mois ou au bout de 2 mois, dès que vous avez un peu de visibilité sur le client, pour lui dire attention, on dérape complètement, on ne pourra pas tenir les délais, on ne pourra pas tenir les budgets, etc. Donc très clairement, bien préciser ce qui est compris dans le forfait et évidemment, ne pas inclure, notamment dans la lettre de mission, le fameux tout compris. C'est une absolue hérésie. Il ne faut surtout pas faire de tout compris. On fait un forfait sur le standard, le récurrent, le normal et rien d'autre. Dès lors qu'il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, ça n'est plus dans le forfait. Parce que c'est un forfait tout compris de la prestation ordinaire. Si je peux en rajouter juste une minute, comment on peut savoir le réajustement si on ne saisit pas ces temps, si les collaborateurs ne saisissent pas les temps passés sur les dossiers? C'est une évidence, quel que soit le métier, quand on vend du temps. Alors bien sûr, on vend aussi de la prestation qui n'est pas liée au temps, on vend de la valeur ajoutée, de l'utilité, etc. Mais sur des missions de base, comme la tenue de comptabilité, etc., on vend quand même, parce que l'utilité, elle est de remplir une obligation, donc on vend quand même une prestation qui a peu d'intimité, qui a peu de personnalisation, etc. Et donc là-dessus, on vend quand même du temps. Et en plus, on paye du temps aussi beaucoup, puisque notre coût de production, il est à 80% fait de temps de travail des collaborateurs et des experts comptables. Deuxième méthode de facturation, c'est le temps passé. Alors les avantages, c'est évidemment un avantage pour le cabinet qui est que l'avantage, c'est qu'on passe 10 heures, on facture 10 heures. Ça, c'est pratique parce qu'on n'a pas de mauvaise surprise en termes de renta. Par contre, ça peut être un bon avantage aussi pour le client parfois. Le client qui arrive, et notamment une création, par exemple, qui avait prévu de faire, je sais pas quoi, 1 million d'euros de chiffre d'affaires la première année, s'il en fait 50 000, l'avantage, c'est qu'il paiera beaucoup moins cher que ce qui était prévu. Et donc, ça va ajuster, mais le forfait, à mon avis, devrait s'ajuster aussi dans ce cas d'espèce. Par contre, les inconvénients, ils sont évidemment nombreux. C'est-à-dire qu'on est en train de vendre du temps de travail, ce qui n'est pas super valorisant. Quand vous allez chez le coiffeur, vous ne vendez pas une demi-heure de coiffeuse, un quart d'heure de shampooineuse, etc. Vous vendez une prestation complète qui est
une mise en pli, une permanente, une couleur ou que sais-je, mais vous ne vendez pas vos coûts de production. Vous ne refacturez pas vos coûts de production. Alors que si on vend du temps, évidemment, c'est un peu ce qu'on fait. Deuxièmement, il y a l'image chez le client qui est très mauvaise. On lui vend du compteur, c'est-à-dire que le client, il voit bien que si on y passe 10 heures, alors il comprend intellectuellement la logique, d'accord ? D'un côté, il se dit, si je tombe sur un collaborateur qui est très bon, ça va me coûter moitié moins cher. Si je tombe sur un collaborateur qui est mauvais, ça va me coûter le double. Et donc, voilà, ça pose effectivement un problème. Ensuite, il y a un sujet qui est actuellement, à mon avis, au cœur de la problématique des cabinets, qui est de dire, concrètement, demain, je vais investir dans les logiciels. Les logiciels, enfin demain, hier, aujourd'hui et demain, on va avoir des logiciels de plus en plus performants. Demain matin, on a la facturation électronique. Si je passe moitié moins de temps à faire la production, est-ce que je baisse de moitié mes honoraires ? C'est un vrai sujet. Si on a toujours vendu des heures, ça va être compliqué d'expliquer que demain, comme on passe beaucoup moins de temps, on ne vend plus des heures, on vend autre chose. Donc attention au discours. Et donc ça veut dire qu'à mon avis, les budgets qui sont faits aujourd'hui au temps passé, il faut quand même les regarder de près en se disant, est-ce qu'on n'a pas intérêt à commencer à basculer dès maintenant sur autre chose, forfait plus ou réduire l'impact et l'élasticité aux heures et avoir des conditions un peu différentes. Donc effectivement, parmi les précautions et les inconvénients et la nécessité que cela et la prudence et les points de vigilance qu'il faut avoir quand on facture au temps passé, c'est évidemment d'avoir un suivi régulier des temps. Enfin, je veux dire, ça va de soi, mais si on n'a pas le suivi des temps précis, on ne va pas facturer au doigt mouillé le temps qu'on pense avoir pensé. Donc ça veut dire qu'avoir un suivi clair des temps. Et ensuite, il va falloir justifier les temps. Parce que moi, très, très honnêtement, je veux dire, je suis client. Je veux dire, une année, j'avais un collaborateur, et on l'a vu, et on l'a parfois, à mon avis, dans les litiges qui se présentent à l'ordre. On a une année 1, un collaborateur assez efficace. Moi, j'ai eu le cas. C'est-à-dire que dans mon cabinet, on a eu sur le même client, pendant 3-4 ans, un collaborateur qui était efficace, qui passait 20 heures sur le dossier. Et puis le collaborateur s'en va, ou il est nommé sur un autre, il évolue, etc. Il s'occupe plus du dossier. L'année d'après, on a un collaborateur qui est facturé le même taux horaire, sauf qu'au lieu de passer 20 heures, il en passe 25. Et on facture au temps passé. Est-ce que le client doit payer les 5 heures ? Alors là, Cécile, toi qui vends absolument tout, du tong à des cul-de-jatte, est-ce que tu vends les 5 heures ? Ah ben pourtant, c'est marqué temps passé et il passe les 5 heures. Moi, je ne suis pas confortable du tout avec cette méthode. C'est évident. Enfin, je veux dire, c'est et pourtant, c'est à mon avis la méthode qui est utilisée par, allez, en gros, un cabinet sur 2. Non, mais c'est un sujet, voilà. Ben, pour moi, en fait, cette méthode-là, vous mettez le client en, comment dire, comme si j'étais en train de dire, non mais sérieusement, vous avez mis tant de temps pour faire ça ? Enfin, vous voyez, ça crée ce genre de discussion. Exactement, et c'est pas le. Et on aboutit à des expressions qui sont bien connues dans la profession. Non mais vous rigolez, vous avez qu'à appuyer sur le bouton. Ouais. Voilà. Donc, le suivant. Et on est d'accord, hein, je te taquine, mais je suis évidemment d'accord. La tâche, la prestation. Alors là, c'est très, 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 comment dirais-je, utilisé dans le social. C'est vraiment le domaine dans lequel on a énormément de facturation à la tâche ou à la prestation. L'avantage, c'est que c'est très concret, c'est lié à la prestation, indépendamment du temps qu'on y passe. C'est-à-dire que vous avez un nouveau collaborateur qui met une demi-heure à faire un bulletin de paye, alors que d'habitude, on met 5 minutes. Le client ne voit pas la différence, puisqu'effectivement, il a acheté une prestation il y a une sorte d'obligation de résultat, entre guillemets, sur l'opération. Il a acheté un bulletin de paye, il a son bulletin de paye, il paye les 20 € ou les 30 €, et puis c'est réglé. C'est bien rentable si c'est bien organisé. C'est-à-dire que si le cabinet est bien processé, bien organisé, ça marche bien. C'est évidemment très adapté aux activités industrielles, industrialisées, etc. Ce n'est pas du tout adapté à la mission exceptionnelle qu'on fait une fois de temps en temps. Voilà. Après, on va voir qu'on peut l'utiliser dans des missions de conseil un peu spéciales. Et évidemment, ça permet d'avoir une facturation qui est très claire, très transparente, très pratique. On peut industrialiser le métier et la facturation derrière, c'est vraiment très pratique. Par contre, évidemment, je répète, c'est très adapté quand on est capable de calculer très précisément ses coûts de production.
Et quand moi j'ai eu le cas de cabinet d'expertise comptable qui avait un service paye qui, pour des raisons internes, a eu un moment très compliqué. Il a remplacé du jour au lendemain les 2/3 de son service. Ils étaient 3 ou 4, il y en a 3 qui sont partis en 3 mois. Il a fallu les remplacer. Les coûts de production ont explosé. C'est-à-dire que chaque bulletin de paye qui était fait nous faisait perdre de l'argent. D'un autre côté, le cabinet, le client ayant acheté une presta, il n'y avait absolument aucune raison qu'il paye autre chose que le prix qui était payé parce que la presta n'avait pas changé. Le fait qu'on ait des coûts de production qui aient explosé n'avait pas d'impact sur le prix que devait payer le client. Donc, très clairement, le prix, la facturation à la prestation ou à la tâche nécessite d'avoir une très bonne maîtrise du métier et de la facturation. Juste là-dessus, il y a une remarque là dans le chat. Toi, dans ce que tu dis, quand on fait un forfait, le risque, c'est que les coûts augmentent, le nombre d'heures qu'on y passe. Ça peut être aussi les coûts logiciels. Là, il y a quelqu'un qui dit il y a aussi nos coûts fixes qui augmentent. Et quand on est au forfait, ça peut aussi nous pénaliser. On a eu le cas récemment sur la paye, parce qu'il y a un grand éditeur de logiciels qui a revu ses tarifs à la hausse. Et effectivement, alors il y a différents sujets. D'ailleurs, si on pouvait parler un jour de ce sujet-là, qui est la création de valeur et le partage de valeur avec les éditeurs, ça me paraît très, très intéressant. Mais sur ce sujet-là, ce qui a été gênant pour les cabinets, c'est d'une part, effectivement, l'augmentation imprévue dans leurs coûts de production, et d'autre part, la soudaineté, pour ne pas dire la violence de l'opération, ce qui fait que du jour au lendemain, ils n'ont pas eu le temps de répercuter à leurs clients, parce que l'éditeur, il a un client à qui il le facture, mais le cabinet, il a 50, 100, 200, 500 clients à qui il faut le refacturer, et ça ne se fait pas en 10 minutes. Alors, concernant la paye, et l'épisode auquel tu fais référence, il l'a dit 6 ou 1 an avant. Mais là, si j'ai bien compris, il y a un autre éditeur là, plutôt de compta là, qui le fait de manière violente tout de suite. Ça fait partie des bonnes pratiques qu'il faudra mettre en place, et c'est le rôle de l'institution de gérer notamment avec la profession. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, tu as raison, quand le coût de production est sur les missions traditionnelles, là encore c'est un sujet intéressant, la place des outils dans la production, dans la création de valeur, et donc dans le coût de revient, est beaucoup plus élevée que dans les missions futures. Et donc évidemment, plus on a des variations de coûts dans le logiciel de production, plus ça pose des problèmes en termes de refacturation. Je propose qu'on aborde ce sujet-là, si vous voulez bien, à la version 2 de cet épisode, là, qui est en fait comment refacturer de manière intelligente ces fameux logiciels. Est-ce qu'il ne faut pas les individualiser bêtement sur une facture et répercuter à chaque fois le coût client ou pas? Je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir. Alors évidemment, ce n'est pas l'ordre de dire aux experts comptables comment facturer, mais on est là pour partager. Moi, j'ai une facture mensuelle des logiciels de mon expert comptable. Est-ce que quand tu vas chez le coiffeur, tu as une facturation du shampoing? Non. Mais tu peux savoir si, parce que tu vas pas souvent chez le coiffeur. Mais nous, et on pourquoi le sait. Tu dis on va pas souvent chez le coiffeur? Non, parce que tu vas moins souvent que moi. Parce que moi, j'ai facturation du soin et ainsi de suite. Tu vois, et ça, c'est un supplément. Non, tu as des shampoings. C'est une prestation complémentaire. En tout état de cause, ce que je veux dire, c'est qu'en tant que cliente, être facturée spécifiquement des logiciels à partir du moment où je les vois et j'en perçois le bénéfice. Voir que tu les utilises à titre personnel, exactement, notamment pour scanner tes factures ou autres. Ça logique, parce que pour moi, c'est un service complémentaire. Faut bien que tu le cales. C'est un service complémentaire que l'expert comptable met à ma disposition et il est logique que je paye pour ça. On enchaîne. Là, juste, il nous reste à peu près un peu plus d'un quart d'heure. Pour faire 80% du temps, ça va aller vite, vous allez voir, pas de problème. Le succès, les honoraires du succès. Donc, je rappelle que les honoraires de succès sont autorisés, mais pas dans n'importe quelles conditions, et notamment pas en fonction du résultat du client. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire une facture en prenant 5% ou 1% du chiffre d'affaires, ou 1% du résultat, ou 1%. Ceci étant, du résultat fiscal ou social. Hein. Genre, ça, c'est un deuxième sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Je ne verse pas la TVA et donc j'en prends 10%. J'en étais pas là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a même pas le droit de facturer des honoraires de succès sur les économies d'impôts qu'on fait faire aux clients. D'accord ? Ça, alors il y a des experts comptables qui considèrent que c'est pas normal, mais enfin, on a quand même une obligation vis-à-vis de l'État par rapport au fait qu'on a le monopole de tenue de comptabilité. Donc voilà, c'est un peu la contrepartie du fait que on bénéficie d'un privilège d'exercice exclusif et donc on peut quand même pas gagner notre vie sur le fait qu'on va gagner plus si on fait gagner plus d'impôts aux clients. Alors,
d'économie d'impôt aux clients. Alors, le succès, c'est donc, les honoraires au succès, c'est donc, dans certaines opérations, il faut aussi qu'il y ait un aléa. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas de raison qu'on ait des honoraires liés à un aléa. C'est une évidence. Ensuite, il faut que les honoraires de succès soient complémentaires d'honoraires de prestation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être payé qu'au succès. D'accord ? Et enfin, il y a effectivement quelques conditions réglementaires qu'il faut respecter ou des choses dans lesquelles ce n'est pas tout à fait autorisé. Mais par contre, on peut faire aussi des honoraires au succès, entre guillemets, déguisés. Donc on en reparlera tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout illégal, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est une forme d'honoraire au succès, mais qui permet de valoriser et de se rapprocher de l'utilité qu'on va apporter à nos clients en ayant une facturation qui soit liée à cette utilité et qui finalement est liée au fait qu'on lui fait gagner de l'argent, ou qu'on lui apporte, ou qu'on lui fait gagner du temps. Exemple typique, parce que je ne sais pas si on aura le temps de développer, dans certaines missions de full service, quand vous faites la facturation, le recouvrement des clients, le fait d'avoir des clients qui payent plus vite, le fait d'avoir des clients qui payent mieux, le fait d'avoir un BFR qui diminue, des agios qui diminuent, des impayés qui diminuent, des litiges qui diminuent, évidemment, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent à votre client. Donc, évidemment, vous pouvez, par exemple, mettre une partie de votre rémunération sur l'argent que vous faites gagner à votre client, ou les délais de paiement que vous réduisez, ou le découvert qui se réduit, etc. Quand vous faites des missions de gestion de trésorerie, par exemple, si la trésorerie s'améliore par votre intervention, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas une rémunération au succès, c'est-à-dire à ce que vous lui avez rapporté. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est ce que fait la profession avec tout ça et quels sont les voilà, les c'est un état des statistiques. lieux. Dans le diaporama que vous recevrez, vous avez à la fin d'autres diapos avec d'autres éléments de prix, le prix moyen d'un client, le prix moyen de la facturation, etc., selon les missions, selon la taille du client, selon que vous êtes à Paris ou en province, etc., etc. Donc, je vais vous en présenter que un ou deux parce qu'on n'a pas trop le temps, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez beaucoup d'autres éléments que je ne vous présenterai pas, mais qui sont à la fin dans les annexes du diapo, donc pensez à regarder parce que vous aurez plus d'éléments. Là, vous avez les méthodes de facturation des différentes missions. On s'aperçoit que sur la mission comptable, on est très largement au honoraire au forfait. D'accord ? C'est la première ligne. On est très largement au forfait dans les honoraires comptables. Dans la mission sociale, on est au forfait, mais on est beaucoup plus à la prestation, à l'acte. C'est ce que je disais. Dans le social, c'est beaucoup plus le cas. Dans la mission fiscale, on est beaucoup plus au forfait. D'accord ? Et enfin, le juridique, pareil, au forfait, et le commissariat au compte au forfait. Donc, on voit bien qu'on est quand même une profession qui facture essentiellement au forfait, sauf en social où on est à la tâche. Alors, excuse-moi de faire mon expert comptable de base, mais si je prends la mission comptable, 83 plus 6 plus 33, ça fait pas 100. Ça veut dire que la pratique, c'est marqué certainement… en bas, 2 réponses possibles. Exactement. La pratique, c'est certainement du forfait. Non, du forfait, plus, à mon avis, une variation en fonction du temps passé avec un complément en fonction de l'accroissement d'activité du client. Un forfait ajustable. Exactement. C'est comme ça que je l'interprète. Oui, je pense, tout à fait. Hein. Après, je me suis dit aussi que ça peut être globalement qu'il y a différentes pratiques selon différents clients. Ils ne sont peut-être pas tous au forfait, certains sont au temps passé. Il y a un petit mélange. Mais enfin, c'est les ordres de grandeur qui nous intéressaient et on voyait qu'effectivement, j'aurais dû le préciser, que même dans un cabinet, il peut y avoir plusieurs méthodes. Alors, pareil, là, c'est les nouvelles missions, entre guillemets, donc les missions un peu plus atypiques. Dans les missions de création, dans les missions de fusion, acquisition, évaluation, on voit que vraiment, on est, là encore, 80% des pratiques, c'est le forfait ou comment dirais-je, la tâche, mais les interventions au temps passé, là, vous voyez, la seule qui est, comment dirais-je, majoritairement au temps passé, c'est les entreprises en difficulté et les fusions, acquisitions, consolidations, qui sont des missions très atypiques qu'on ne maîtrise pas trop. Et donc, évidemment, on n'a pas de visibilité sur le temps qu'on va y passer. Et donc, c'est très difficile de faire un forfait. Parce qu'à la tâche, c'est aussi un forfait. Sauf que ce soit un forfait mission, c'est un forfait plus pointu, plus précis. Parce que les missions fusion-acquisition… C'est de l'accompagnement dans l'opération. Exactement. On sait la structure juridique, en fait, la technique juridique. En revanche, les heures et les heures et les heures de discussion et d'accompagnement, ça, c'est imprévisible. Alors, il y a très, très peu comment dirais-je, de succès, vous voyez, dans ces opérations-là. On s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas culturel chez nous. D'accord ? Ça l'est beaucoup plus chez les avocats et beaucoup moins chez nous. Mais après, là encore, ça dépend aussi
du contexte. Et les avocats, on voit bien, il y a beaucoup d'experts comptables qui disent, comme Cécile, les avocats, ils n'hésitent pas à facturer même les 4, 5, 8 minutes. Moi, je veux dire, quand je travaille avec un avocat et qui me sort le listing en annexe de sa facture, j'ai 4 minutes au téléphone, 8 minutes au téléphone, ce qui est un truc qui, moi, qui facture, enfin, qui tient mes temps, ça ne me viendrait pas à l'esprit de noter 3 minutes ou 5 minutes ou 8 minutes. Mais évidemment, quand on facture, quand c'est le mode de facturation principal, et quand c'est le contexte de leur intervention, on comprend la légitimité de leur méthode. Alors là, je vous ai mis les taux moyens de facturation. Ce n'est pas un avis, une opinion, c'est l'enquête qui a été faite par l'Ordre des experts comptables en 2020, ça date un peu, mais ce n'est pas complètement délirant. D'accord ? Vous avez en 2017 en gris le montant qui était facturé dans l'étude 2017 et en bleu foncé, le montant qui est facturé dans l'étude 2020. Je vous rappelle qu'on l'a mis en fonction des niveaux de convention collective, le N1 étant l'associé dirigeant, le N5 étant le collaborateur débutant de base, d'accord ? Et donc, c'est les taux moyens facturés. Alors, dans le diaporama, vous aurez Paris-Province, vous aurez plein d'autres précisions. Là, vous n'avez que le taux moyen. C'est intéressant à voir parce que je me suis dit, j'ai envie de comparer avec d'autres activités. Et donc, je me suis permis de comparer un truc qui n'a rien à voir, une activité beaucoup moins réglementée, beaucoup moins de haut niveau, beaucoup moins intellectuelle, qui n'a pas besoin de 5, 6, 8, 9 années d'études après le bac. Et donc, j'ai pris un garagiste. D'accord ? Alors, tu as une BM, toi, en fait. Pas du tout. Alors, pas du tout, tu vois. J'ai une bagnole d'occasion qui n'est pas une BM. Et donc, voilà. Par contre, j'ai pris le journal, je ne le cache pas, j'ai pris le journal et j'ai fait une photo du journal parce qu'il y avait une pub. Il se trouve que j'ai trouvé une publicité du garage BMW de je ne sais plus où. Et donc, il y avait les taux de réparation. C'était rigolo. Je trouvais ça rigolo de trouver ça dans le journal papier. D'accord ? C'est rigolo. Et donc, j'ai vu que en mécanique, c'était 160, enfin, c'est quasiment 160 € de l'heure. Et ça peut monter jusqu'à 179. Alors, on ne sait pas ce que c'est que le taux 1, le taux 2 et le taux 3. D'accord ? Pareil en carrosserie et peinture. Et en tôlerie et peinture, c'est pareil. Et donc, c'est très intéressant de constater que quelqu'un qui a un bac -2, ça n'a rien de péjoratif chez moi, parce que je serais ravi de payer le garagiste à 164 € hors taxe de l'heure, parce que je ne suis pas capable de faire ce qu'il fait. Mais lui, il facture 164 € de l'heure, alors que nous, l'expert comptable, donc celui qui est en N1, il facture en moyenne 120 € de l'heure. Je dis ça, je dis rien, ça pique, mais c'est un peu fait exprès. Quand un avocat est à 280, 300 € de l'heure. Ça, c'est pendant les soldes. Hein. Voilà. Il y a une question sur l'année de l'enquête. On a cherché des chiffres plus récents. Il n'y a pas de chiffres plus récents sur le site de l'Ordre. C'est les derniers qui sont disponibles. Alors, je crois savoir qu'une enquête est en cours, enfin de préparation, pour qu'elle soit lancée en 2024 et qu'on en ait les résultats au Congrès de l'Ordre de Marseille. Donc, on devrait avoir les chiffres là sous peu. De nouveaux chiffres sous peu. Ça pique, hein ? Je dis ça, je dis rien, mais dans la salle, il y a des réactions. On les a réveillés. Ils commençaient à s'endormir, mais là, ils se sont réveillés. En conclusion, il ne faut pas acheter de BM, c'est clair, Philippe. Mais ça n'est pas prévu. J'ai une blague, mais je ne vous la ferai pas là parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais alors, l'idée, c'est quoi ? C'est que, après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la répartition Paris-Province. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le tarif de l'heure en province est souvent plus élevé que le tarif de l'heure à Paris. Voilà, là encore, je dis ça, je dis rien. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les statistiques de la profession. Non, c'est tout le temps. Non, Philippe, là, ça a l'air d'être le contraire. Pardon, c'est le contraire, excuse-moi. Non, mais j'étais surpris par les chiffres, mais pardon. Oui, voilà. Alors après, on n'a pas l'écart par profession, par taille de cabinet ou autre. Je pense que c'est peut-être lié aussi à la taille des cabinets qui est très différente à Paris. Je pense que l'écart type est très élevé dans Paris, Île-de-France, je veux dire, alors qu'il est peut-être moins en province. Quoi qu'il en soit, quand même, l'expert comptable à Paris, c'est le prix du carrossier, là. C'est le prix du mécanicien. Pas loin. Du mécanicien. Oui, bien sûr. Alors, dans la salle, on nous dit oui pour un bac plus 8, etc. Mais c'était vraiment l'objectif du slide. De faire réagir. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ? Les litiges sur les honoraires en Île-de-France. Donc là, c'est l'équipe de la direction juridique de l'Ordre de Paris qui nous a fait une analyse des dossiers ouverts en 2023 sur les litiges avec l'expert comptable. On a donc eu 259 dossiers ouverts en conciliation ou arbitrage en 2023 et elles ont analysé dossier par dossier quels étaient les thèmes et il ressort que 169 dossiers
sont relatifs aux honoraires et 62 dossiers sont relatifs aux honoraires plus aux droits de rétention. Donc, sur un total de 259 dossiers, ça fait beaucoup, ce qui veut dire que de très très loin, le principal motif de litige, ce sont les honoraires. Voilà. Donc, on en arrive à ce que j'annonçais au début sur la salade. Au vrai sujet de notre intervention. La salade. Donc là, il nous reste 4 minutes. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on le traite aujourd'hui? Voilà, on conclut sur la salade? Je pense qu'il faut, il faut qu'on conclue peut-être nettement et qu'on se dise on le fait la prochaine fois. Mais on est obligé de parler de la salade quand même. On parle de la salade, l'explication de la salade, et après, on fera dans une... Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont parlé de salade. C'est un truc de fou. Oui, ils des cotises à l'ordre et ils nous font des trucs sur les salades. C'est un truc de fou. Alors, la question était la suivante. Est-ce que vous êtes plutôt salade en sachet, salade du maraîcher ou salade de votre jardin? Donc, comme ça s'adressait essentiellement aux experts comptables franciliens et donc beaucoup parisiens, évidemment, la salade du jardin, elle n'est quand même pas gagnée. Je suis même étonné qu'on arrive à 15% en région parisienne avec la salade du jardin. Je ne sais pas... Je pense qu'il y a des provinciaux qui, sans payer les cotises de l'ordre à Paris, ont profité de l'occasion. Non. Toi, à Saint-Maur, tu as des maraîchers, Philippe. C'est vrai. Donc, faut arrêter de faire ton parisien de base, là. C'est le balcon, voilà. Dans la salle, ils disent que c'est les salades du balcon. Qui sont cultivées sur le balcon. Alors, on y va pour la salade. Donc, OK pour la salade, sur le balcon pour 15% d'entre nous. Et après, il y a 50-50 d'experts comptables de la région parisienne qui achètent de la salade en sachet ou achètent de la salade du maraîcher. Donc, quelle conclusion est-ce qu'on tire de ça? Quelle conclusion on en tire? En fait, cette question qui nous a été posée sur la salade, elle peut paraître incongrue, mais c'est le vrai sujet des missions de demain. Et c'est donc le vrai sujet de la prochaine réunion de l'atelier de la transformation. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on met en place les nouvelles missions, vous avez 3 experts comptables sur 4 qui disent « Non, mais les missions de demain, ça ne marchera jamais. » Pourquoi? Parce que les experts comptables ne veulent pas payer. Les clients ne veulent pas payer, pardon. Et en fait, ils disent « Moi, les clients, ils râlent tout le temps. Ils ne veulent pas payer. » Voilà. Mais si je prends un autre exemple, qui n'est pas la salade, ça va venir, mais si je reprends l'exemple de ma voiture, moi, honnêtement, je n'ai pas envie de payer l'essence. Ça me saoule de payer l'essence. Quand l'essence était à 2 €, je râlais tout le temps. Pourquoi? Parce que l'essence, comme disait Cécile tout à l'heure, quand j'achète de l'essence, quel est le critère de choix? En plus, c'est moi qui me sers maintenant. Il y a quelques années, je pouvais dire c'est le sourire de la personne qui met l'essence dans la voiture, mais maintenant, tu te débrouilles tout seul. Donc, il n'y a même plus aucune différenciation de quoi que ce soit. Les horaires, ceux qui sont ouverts H24, et le prix de l'essence, c'est le seul critère de choix. Mais par contre, quand je vais chez mon garagiste ou chez mon carrossier ou chez tout ça, je paye 164 €. Je râle un peu parce que c'est cher, mais j'y vais quand même, je n'hésite pas, parce que je préfère avoir le garagiste pour faire la révision plutôt qu'une voiture qui est en panne. Et donc, je vois bien que dans certains cas, pour ma voiture, je n'ai pas envie de payer. À l'inverse, dans d'autres cas, je suis prêt à payer 164 € de l'heure, qui est loin d'être le taux de facturation moyen des experts comptables. Donc, ça veut bien dire que pour ma voiture, c'est le même sujet. Dans un cas, je ne veux pas payer. Dans l'autre cas, je suis prêt à payer. Et même si je trouve ça un peu cher, je trouve ça normal de payer parce que n'importe comment, je n'ai pas le choix. Et ça me rend service. Alors, la salade. Revenons-en à ma salade. En fait, je reprends cet exemple-là. Pourquoi? Parce que j'ai fait des études. Parce que voilà, il faut quand même être sérieux. On est à l'ordre des experts comptables. Et donc, j'ai fait des études. Quand l'ordre m'a confié cette mission, je suis parti en pèlerinage. Il y avait un autre code, hein, tu te souviens? Voilà. Salade du désert. Voilà, salade du désert. La salade du désert, j'en ai trouvé. Alors, je n'ai pas pris la salade en plus la moins chère. Je ne suis pas allé chez le maraîcher où j'avais 4 salades pour 5 € en fin de marché le dimanche matin. Je suis allé à la salade qui était à 1,20 € la salade. Et rentré chez moi, je l'ai pesée. Elle faisait 300 grammes. Et donc, j'en ai conclu qu'effectivement, à 1,20 €, le prix au kilo était de 4 €. Et parallèlement, je suis allé au supermarché. J'ai acheté une salade en sachet, d'accord, que mes parents appellent la salade de feignant, petit-fils quand même de gens de la campagne, d'agriculteurs, etc. Je peux vous dire que quand ma famille vient à la maison, je n'achète pas de la salade de feignant. Je vais chez le maraîcher parce que j'ai honte. Mais je l'ai pesée.
Et la salade, elle fait 175 grammes pour 2,65 €. Voilà, c'était marqué sur le sachet, Philippe. Oui, j'aurais pu ne pas. Tu nous as facturé du temps pour un truc. Non, on va c'est facturé au forfait. Ah, ok. Et donc, j'en ai conclu que le prix au kilo était de 15,14 €. Autrement dit, non seulement elle n'est pas génialement top, non seulement ça c'est pas génial comme système parce que ça fait du sachet, etc., mais en plus, je la paye 4 fois plus cher. Donc pourquoi est-ce qu'il y a 50%, enfin 45% des experts comptables de la région parisienne qui achètent des salades en sachet, alors que ce serait beaucoup moins cher de la faire soi-même? Sauf que le faire soi-même, ça a des limites. Et la différence entre le prix de la salade chez le maraîcher et la salade en sachet, ça s'appelle le service. Ça s'appelle l'utilité. Ça s'appelle la création de valeur. Et donc, comme Bonduelle en l'espèce, mais c'est vrai aussi chez Fleurette, c'est vrai aussi chez plein d'autres, ils me rendent un service, et bien je suis prêt à acheter ce service. Et bien c'est pareil pour les clients. Si j'avais quelqu'un qui me met mon essence dans ma voiture, je serais sûrement prêt à payer plus cher que les 1,89 € de quand je le fais moi-même. Ou alors, si j'avais un expert comptable qui me rend des services, m'accompagne, répond à mes questions, m'apporte une valeur ajoutée, m'aide à gagner plus, m'aide à dormir mieux, etc., je serais prêt à payer plus cher. Je ne suis pas prêt à payer l'essence plus cher, parce que ça ne me sert à rien et ça me casse les pieds de devoir payer, parce que c'est déjà 80% d'impôts que je paye, et que c'est une dépense qui est contrainte, que je n'ai pas choisie et que je n'ai pas le choix. Par contre, si effectivement mon expert comptable m'apporte des services de la valeur ajoutée, je suis prêt à payer. Et c'est donc, nous vous expliquerons tout ça la prochaine fois, d'accord, lors de la séance numéro 2. Sur... Le 11 juin, c'est ça, à la même heure, où nous allons continuer sur... Enfin, commencer, si je peux me permettre. Hein, non, justement, pour ma part, je vais juste commencer. Pour couper, ce qu'on a vu aujourd'hui, on était plutôt sur le premier bloc, on peut dire, un peu les pratiques de la profession, une vision aussi extérieure avec Cécile sur comment est-ce qu'on positionne un prix. Et ce qu'on fera effectivement la prochaine fois, ça sera de se dire, on sait que la profession évolue et qu'il y a de nouvelles missions proposées. Et concrètement, quelle tarification, quel modèle pour les briques qu'on voit ensuite, accompagnement et conseil notamment. C'est à peu près ça la distinction. Et comment on en parle. Et comment on en parle. Donc voilà, en 1h30. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'affiche juste, j'ai les slides à la fin là, sur le mois, les agendas du mois. Ok. J'ai plus de zapettes. Hop, donc voilà. Simplement pour vous afficher peut-être l'agenda des événements sur les mois de mars et avril. Virginie, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur certains événements. Ou... Alors, vous savez que pour mettre en valeur la profession, nous proposons des business games à des étudiants. Donc, tous les ans, depuis quelques années, des étudiants viennent ici à l'Ordre aux 50 rue de Londres pour s'amuser à devenir bébé chef d'entreprise. Et ça, c'est une belle opération d'attractivité pour faire venir les jeunes dans nos filières. Il y a l'opération Memento. Je ne sais pas si on a des gens qui passent le DEC là en ligne. Et vous savez aussi que pour passer le DEC, c'est la même chose aujourd'hui qu'il y a 20, 30 ans, 40 ans pour nous. C'est-à-dire qu'il faut avoir des Memento papier, qu'ils n'existent plus dans les cabinets. Donc, à l'Ordre, on loue ces Memento pour 3 fois rien. Trophée des entrepreneurs. On a un rendez-vous au 50 avec la commission des impôts, un best-of des risques fiscaux qui va être extraordinaire le 27 mars. On l'a pas mis, c'est dommage. Vendredi, vous savez que c'est la journée internationale du droit des femmes et donc nous avons et le matin et l'après-midi des tables rondes sur la position des femmes dans les professions réglementées. Des ateliers coaching. Je vous fais vite parce qu'on est déjà en retard. Et après, donc le 2 avril, le club DAF vous propose, faites passer le chiffre d'affaires de votre cabinet à la vitesse DAF. Bon, ça doit être extraordinaire. On répond aux experts comptables stagiaires. On gère 4000 experts comptables stagiaires à l'Ordre, 6700 experts comptables. 3 mots sur une conférence sur l'arbitrage des rémunérations dans les associés de sel. Vous savez que c'est le sujet que nous préférons aujourd'hui, les experts comptables. Le régime de ces fameux BNC qui nous enquiquinent, mais en fait qu'une vraie opportunité de facturation. Et on va terminer par là. Donc oui, les selles, oui,
c'est pas simple. Oui, il faut faire une 2035, mais facturons-la. Très bonne période fiscale à vous tous et on se retrouve en pleine forme le 11 juin pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.